Comédienne de talent, elle a joué auprès des plus grands acteurs, mais aussi auprès des metteurs en scène les plus réputés. Metteur en scène, elle l'a d'ailleurs été, elle aussi. Si le théâtre est sa principale maison, on l'a également vue au cinéma dans plus de 40 titres, notamment dans On connaît la chanson ou encore Elle s'appelait Sarah, on ne va pas pouvoir les citer tous. À la télé, vous l'avez peut-être remarqué dans un grand nombre de téléfilms ou de séries. Le plus célèbre est peut-être Soda, où elle interprète aux côtés de Kev Adams le rôle de la proviseure. Mais comme vous allez pouvoir le constater dans cette émission, en fait, elle investit un grand nombre d'autres champs que la comédie. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Fro. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous. On est ravis de vous avoir sur ce plateau, Dominique. Alors, comme je le disais, vous avez incarné plus de 70 personnages différents dans votre vie, dans le cadre d'une carrière très prolifique. Qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre métier ? Au travers des choses qu'on me tend, de partager la question de quelque manière que ça soit avec les autres, comment être ensemble. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est la palette de personnages que vous avez interprétés dans des styles très différents à chaque fois. Et alors en ce moment, c'est un style plutôt léger, si je puis dire, dans lequel vous vous illustrez, puisque vous êtes sur scène, on peut vous voir au Théâtre de Nous, dans une pièce qui s'appelle Le bonheur au quotidien, à côté de Florian Hessink. Alors avant de parler de la pièce, je voulais vous poser la question, c'est quoi pour vous, Dominique Fro, le bonheur au quotidien ? C'est une super question. C'est d'arriver à trouver une juste mesure entre mon sentiment flottant de la réalité et ce sentiment que les gens, quand on les voit en face de soi, les autres, que ce soit dans la maison ou dans la rue ou dans les espaces qu'on partage ensemble, les autres vous donnent un sentiment réel de la réalité. Je pense que chacun connaît un endroit immuable peut-être où la réalité est très flottante et presque comme on peut en douter et je pense que ce doute est vraiment réel. Et il y a des raisons, il y a lieu de douter que la réalité soit réelle et aussi de croire que sous cette réalité réelle qu'on interprète, dont on se dit, chacun le soir se dit « j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça », bien autre chose a lieu. Et ce bien autre chose, quand on a conscience, disons, quand on est dans ce bonheur quotidien que j'appelle là, qui pour moi est dans la juste mesure entre une réalité flottante et la réalité imposée entre guillemets par les autres, on a conscience que sous cette chose qu'apparemment on partage et qui s'appelle le résumé d'aujourd'hui de ce qu'on a vécu ensemble, il y a toute autre chose qui se passe. On en a conscience, on le voit, on le perçoit. Alors dans cette pièce, je rappelle le titre, Le bonheur au quotidien, vous vous glissez dans la peau de multiples personnages et vous mettez le doigt avec beaucoup d'humour sur les travers de notre société, les absurdités de monsieur, madame, tout le monde, on pourrait les appeler comme ça. Vous avez le sentiment que notre monde est absurde, parce que c'est un petit peu ce que vous mettez en valeur avec humour, encore une fois, dans cette pièce. Notre monde est-il absurde ? De plus en plus. Je ne sais pas objectivement s'il est de plus en plus absurde ou si moi, avec les jours qui passent et les années, j'ai une perception de plus en plus absurde de ce monde. Mais aujourd'hui, je peux vous répondre oui, il est absolument absurde et je ne pense pas que ça puisse durer. Vous mettez aussi en avant dans la pièce, de par votre rôle, c'est plus d'1 heure de spectacle, avec des sketchs, on va de la case Pôle emploi en passant par les services de la Poste, et on a vraiment le sentiment comme ça c'est pas qu'on a le sentiment, c'est la pièce qui veut ça, vous revisitez les travers de la société telle qu'elle existe. Est-ce que vos contemporains vous agacent ? On va dire que, et je pense que dans chacun c'est comme ça, on est tous
victime et moteur de l'absurdité quotidienne. Donc, on est obligé d'avoir peur des autres, très peur. C'est pas agacé, c'est très peur. Je pense que la modernité, l'image, je vais dire quelque chose qui va vous choquer probablement, l'image de la modernité est absolument résumée par les processus d'Auschwitz. Je pense qu'Auschwitz n'est pas terminé. On est à une autre échelle, simplement. Donc, mon contemporain, non pas m'agace, j'en ai très peur. Il y a de quoi en avoir peur. Et de la même manière que on ne peut pas vivre dans une lucidité pour moi normale, pas transcendantale ni phénoménale. Elle est normale et je la cherche de plus en plus et elle me passionne. Mais bien sûr que de l'autre côté de la lucidité, si on se met à creuser la lucidité sur cette terre, c'est parce qu'on est parti de sa face cachée qui est que j'aimerais pouvoir aimer tout le monde. Pas mon père ou ma famille plus que le clodo qui traîne dans la rue. Au départ, quand j'étais enfant, et même jusqu'à 20 ans, et encore plus dans mes années 20 ans, je n'aimais personne plus que personne d'autre. Et comme dit Simone Veil, une phrase très jolie qui dit « Il n'y a pas de raison d'aimer quelqu'un plus que quelqu'un d'autre ou quelque chose, plus que quelque chose d'autre. Donc aimons ce qui n'existe pas. » Et je pense que la vie telle qu'elle est, vous dites absurde, il n'y a plus qu'à aimer ce qui n'existe pas de cette vie. Et on le voit dans cet endroit dont je parle, entre la réalité flottante et la réalité qui s'impose comme réelle, il y a un endroit où, et j'ai oublié la fin de ma phrase d'avant, où on sent ce qui n'est pas vécu de cette vie. Ce qui n'est pas vécu de cette vie. Donc cet endroit où je pourrais avoir peur de mes contemporains est aussi où j'aurai l'état pour être lucide vis-à-vis d'eux, est aussi l'endroit où je sentirais cet endroit où j'aurais pu les aimer. Vous parliez, je vous interromps, vous disiez que vous aimez ce qui n'existe pas, il y a quelque chose qui existe et que vous aimez beaucoup, c'est la littérature. Et alors ça tombe bien parce que vous êtes la marraine d'une médiathèque à Saint-Aignan. Saint-Aignan, c'est dans le Loir-et-Cher. Et cette médiathèque, d'ailleurs, elle porte votre nom. Alors lors de l'inauguration, vous avez d'ailleurs prononcé cette phrase « La littérature, c'est un moyen de résistance. Lorsqu'on a la tête dans un livre, on est libre ». Pour vous, le livre, quelque part, c'est une autorisation d'être ailleurs ? Absolument. Et quand je vois les distances entre les générations, moi j'adore le fait que les mômes maintenant, ils soient là, même quand ils sont présents, à envoyer des chats, des messages, regarder Internet, regarder Facebook. J'adore, parce que c'est cet endroit où moi j'ai été éduqué, tu regardes en face l'autre pour lui répondre. Et si tu es là, c'est que tu es là, et avant toute chose, là. Pour moi, un môme qui regarde son truc, et comme tous les mômes le font, les parents ont hésité à dire « écoute, à la maison, tu poses ton truc », c'est très très bien, parce que tout d'un coup, ça donne une concrétisation de la présence qui est bien au-delà d'elle-même, où qu'elle soit, l'homme est en rapport constant avec l'illimité. Mais on est éduqué, on est dans une culture, une société qui dit quand je te vois là, tu es avant tout là. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut être ailleurs tout en étant là et que l'autre en face de vous n'a pas à vous réduire au périmètre dans lequel il vous voit. Il y a une erreur là-dedans. Je pense d'ailleurs qu'une erreur, c'est glisser dans tout. Et alors les mômes avec leur portable, je pense aussi que je ne sais pas ce qui se passe dans les familles avec ce portable à la main qui aujourd'hui donne l'autorisation de regarder ailleurs pendant qu'on est là, mais le livre,
Je ne sais pas s'il restera là longtemps. Je sais que pour moi, aujourd'hui, il a une qualité que n'a pas le portable, que n'a pas Internet, que n'a rien du tout. Et c'est le regard ailleurs. Et je me dis que peut-être si ce truc du portable, ça ne dure pas, je me dis... Et puis je pense que les parents, encore aujourd'hui, s'ils voient un enfant la tête dans un livre... Il y a cet endroit où on dit « il est là, il est absolument là, il suit quelque chose qui est en partie mon désir, c'est qu'il travaille, c'est qu'il fasse ses études. » Tandis que s'il est la tête sur le portable, c'est les amis, c'est je ne sais quoi. C'est du secret de la nouvelle génération, c'est de sa vitesse, c'est tout ça. Et donc je pense qu'un enfant a lieu de moins souffrir le souhait des autres de faire pression s'il est avec un livre. Et en plus, moi, mais ça c'est ma génération, je continue d'avoir un rapport au livre qui est, quand je suis dans un livre, réellement, je peux partir partout et j'en ai le droit. Voilà. Mais j'ai aussi également un plaisir que ne contient pas le livre quand on m'envoie un PDF et que je lis dans sa longueur et qu'il n'y a pas... C'est une chose qui me donne une qualité de lecture et d'élan pour la lecture que ne comporte pas le livre. Alors, puisqu'on est sur le sujet des livres, on va parler de celui que vous allez sortir bientôt, au mois de novembre, si j'ai bien compris, oui, aux éditions de La Tour. Est-ce que vous nous en dire quelques mots? Oui, donc ça s'appelle le César nuit à la santé. Donc on parle bien, je précise, des Césars que l'on reçoit en tant que comédien dans le cadre de sa carrière. Voilà. Donc, ce César, il vient du coffret des Césars, que les gens de ce métier reçoivent régulièrement à la fin de chaque année, au mois de décembre. Or, il s'avère que cette année, j'ai eu vent, j'ai été au courant par un ami qui s'appelle Patrick Zocco, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que Monsieur Laurent Bounic avait regardé les 200 ou 150 ou 180 DVD du coffret des Césars de cette année et qu'il avait écrit à chaque film quelques lignes, voire tout un passage. J'étais illico passionné par cette information. Pourquoi? Parce que quand moi, il y a 15 ans, j'ai commencé à recevoir le coffret des Césars, que je recevais avant, puis qu'à un moment, je n'ai plus reçu. J'avais été nominé au César en 86, un truc comme ça, mais j'avais tellement peu conscience, et de la presse, c'est même pas peu, c'est pas conscience, et de la presse, et des prix, et tout ça en 86, que quand on me disait nominé, je voulais juste rien dire. Donc je pense que je ne répondais pas aux courriers dans ce sens. J'ai eu aussi des courriers des Molières en 86, mais je n'ai jamais répondu en fait. Mais par contre, le coffret m'est revenu il y a 15 ans, donc à peu près 15 ans plus tard, et dans mes premières réceptions du coffret, je voulais les regarder tous. Et j'avais un élan monumental de me dire, mais quelle joie de pouvoir regarder ce qui, cette année, s'est battu pour être partagé. Tout en me disant que j'allais percevoir, dans cette dose de films qui s'étaient battus pour être partagés, percevoir aussi ce qui n'avait pas pu passer la rampe de l'argent du producteur, du distributeur, et qui était resté caché en puissance, en devenir peut-être, ou en ressentiment peut-être. Voilà, voir les choses qui sont arrivées au jour, c'est aussi voir, percevoir, imaginer celles qui ne sont pas arrivées au jour. Donc en voyant 200 films, j'en imaginais plein d'autres. Et un producteur m'a appelé un jour me proposant d'aller voir un film avec lui au cinéma, et je lui ai dit, excusez-moi, mais c'est très gentil la proposition, mais là je suis ailleurs, je suis déjà ailleurs aujourd'hui, ça y est, la journée réelle est déjà terminée pour moi.
moi. Et on se met, il me pose la question, avez-vous regardé des films dans les Césars? Et je lui dis oui, oui, puis à mon habitude, mes réponses, quelquefois, on doit pouvoir attendre un oui ou un non et deux, trois trucs, mais je me suis mise à lui citer tout ce que j'avais regardé et à donner quelques phrases sur chacun des DVD. Et au bout de 50, il me répond, mais vous êtes hallucinante, personne ne fait ça. Mais personne ne regarde autant de DVD. Je dis, mais à quoi ça servirait de les recevoir? Et puis surtout, si on fait du cinéma, c'est pour comprendre qu'est-ce qui cherche à se partager et qu'est-ce qui, malgré le fait qu'il cherche, n'y parvient pas. Sinon, je vois pas l'intérêt, que ce soit actrice ou producteur. On peut pas s'intéresser seulement aux films qu'on fait soi-même, ni aux films qu'on produit soi-même. Et si on produit des films, c'est parce qu'on a envie de faire travailler la société, de faire travailler ce mot, la façon d'être ensemble. Donc que Laurent Bounic ait regardé tous les DVD des Césars, tels que moi, je n'avais pas osé le faire. Pourquoi? Parce que le comportement moral aujourd'hui est un comportement productif. Quand les autres ne vous voient pas, aujourd'hui sur les colonnes Maurice ou sur les affiches ou sur les futures sorties, ou même si c'est un film indépendant qui n'a pas ses affiches et tout ça, il faut le dire que vous êtes en train de faire des choses. Sinon les autres vous cherchent. Alors nous on va le dire que vous êtes en train de faire des choses parce que je vous disais en préambule, votre activité embrasse bien au-delà de la seule comédie qui est ce pourquoi on vous connaît. On a parlé de ces projets d'édition. Quelques mots sur le projet que vous êtes en train de préparer pour le 18 octobre, qui est un événement grand public, c'est pour ça qu'on en parle, qui va avoir lieu sur le plateau de la BNF, où on va célébrer le centenaire de la mort de Debussy. Et là, vous allez vous livrer à une initiative assez originale, puisque vous allez nous en parler dans quelques secondes. Vous allez créer un rapprochement entre la littérature de nouveau, cette sacro-sainte littérature qui vous tient tant à cœur, et la musique, à travers une œuvre qui s'appelle La Bataille d'Occident, mais je vous laisse nous en dire davantage. Donc la soirée qui aura lieu à la BNF est une soirée qui s'appelle L'écho d'une guerre, qui aura lieu à 18h15 à la BNF le 18 octobre sur un des deux plateaux de la BNF. Je crois qu'il n'y a que deux plateaux, mais peut-être je me trompe. Et donc c'est une soirée qui a lieu avec le trio Antara. Au sein du trio Antara, il y a Guylaine Petit, notamment, qui est harpiste, et deux autres personnes qui s'appellent Emmanuel et Odile, mais je ne suis capable que de dire leur prénom, qui étaient toutes les deux dans l'orchestre anciennement de Boulez, mais comme Boulez n'est plus parmi nous, cet orchestre est toujours existant, mais il ne s'appelle enfin, si, il doit s'appeler toujours de son nom. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire précisément dans le cadre de cette soirée? Excusez-moi. Et au sein de cette distribution, il y a donc ce trio. Il y a Jean-Marc Volta, qui est vidéaste, photographe, et qui est également musicien, qui faisait partie de l'orchestre philharmonique national. Et il y a moi en tant qu'actrice, et il y a également un compositeur d'aujourd'hui qui a transformé une des œuvres de Debussy pour la rendre, non pas la rendre contemporaine, mais si elle avait été écrite aujourd'hui, qu'est-ce que c'eût pu être? Alors moi, là-dedans, j'ai pris les fragments de... j'ai choisi quelques fragments de la correspondance de Debussy qui est un peu incroyable, enfin la littérature qu'il écrit. C'est vraiment intéressant. Hein. C'est cynique, assez froid. Je sais pas si c'est impressionniste. Ça laisse penser que cet homme, il était pas forcément facile. D'ailleurs, j'ai entendu... ouais, enfin bon. Donc, on a choisi avec les trois filles, Odile, Emmanuel et Guylaine, au cours d'un travail à l'abbaye de Royaumont qui est en partenariat de cette soirée, on a choisi des fragments de la correspondance de Debussy et je leur ai proposé de donner un regard, en plus de ces fragments qui est un regard sur
notamment sur la période de la Première Guerre mondiale, parce qu'on a choisi des fragments qui soient particulièrement en rapport avec ça, je leur ai proposé de faire une adaptation du texte de Éric Vuillard qui s'appelle La bataille d'Occident, de façon à donner un regard, à partir du futur, un regard vu de loin de cette période de la Première Guerre mondiale, vu de haut, comme vue d'avion, et d'utiliser les morceaux qui seront joués par le trio Antara comme les différents degrés de pression et de nuages que traverse un avion qui va atterrir. Donc, je prends une première parole qui est celle d'Éric Vuillard dans une adaptation la plus brève possible que j'ai faite, qui est donc une vue de loin du siècle de Debussy. La musique, et j'ai entrelacé les fragments qu'on a choisis de Debussy avec ces différents morceaux que jouera le trio Antara, de façon à ce qu'on ait l'impression de s'approcher par les morceaux, de s'approcher du siècle de Debussy sans jamais l'atteindre, puisque Debussy est mort. Et j'ai fait un travail en studio pour que la voix des fragments soit de plus en plus intense, de plus en plus présente. Mais au départ, puisque l'avion est haut, puisque la vue est d'abord de loin de notre siècle d'aujourd'hui, la voix est feutrée. Voilà, en gros. Et je peux rajouter à ça que j'ai aussi fait une adaptation de l'ordre du jour, le dernier livre d'Éric Vuillard, qu'on m'a proposé le festival Côté Court de Pantin, un festival international qui fait connaître, c'est Jackie Évrard qui le dirige, qui fait connaître les jeunes réalisateurs d'aujourd'hui, et il est toujours resté sur cette ligne-là depuis 27 ans. Il fait connaître les jeunes réalisateurs et il a fait connaître ceux qui sont le plus connus aujourd'hui, en tout cas une grande partie. Il m'a tendu une carte blanche, c'est-à-dire une soirée au sein de son festival. J'ai donc fait une carte blanche avec l'ordre du jour, le dernier livre d'Éric Vuillard, dont j'ai fait une adaptation pour l'occasion. Et ça a été reprogrammé dans un théâtre qui est le studio théâtre d'Alfortville, dirigé par Christian Benedetti et Arnaud Lisbonne actuellement, et donc ils ont pris ça en programmation. Christian qui fait également vivre, prend plaisir à également faire vivre les auteurs d'aujourd'hui. En tout cas, on a de quoi la remplir notre agenda. Je vous remercie en tout cas pour cet exposé de vos activités multiples et variées. Ce qui vous attend, Dominique, dans un très proche avenir, dans quelques secondes, c'est de vous retrouver sur ce plateau, seul, mais rassurez-vous, je ne disparais que physiquement, puisque vous allez continuer à m'entendre, et je vais vous proposer toute une série de mots-clés auxquels je vais vous inviter à réagir. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite. D'accord. Vous êtes bien installé, Dominique ? Bah écoutez, il y a des gens qui sont très mal installés, mais qui ne s'en aperçoivent que quand ils sont installés autrement. Donc pour le moment, tout va bien. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être bien installé. Formidable. Alors, je vais vous proposer, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques secondes, de réagir à un premier mot. Ce mot, c'est le mot générosité. Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, la générosité, ça m'inspire la souplesse, le dépassement de soi-même, ne pas être enfermé en soi, pouvoir penser aux autres autant qu'à soi, et surtout n'être pas obligé de ne penser qu'à soi. C'est tellement ennuyeux. Voilà, je suis assez en colère que la générosité dusse être autant limitée, parce que quand on est généreux dans un monde pareil, on est obligé d'y mettre des limites. Or, la générosité, pour moi, n'a pas de limite. Vous êtes comédienne. On a l'idée d'un comédien, d'une comédienne, qu'il est très généreux de son temps, généreux de son talent. C'est quelque chose que vous confirmez ? Non. Non, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas autant de leur temps et de leur talent qu'ils le devraient, qu'ils le pourraient ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah oui, non. Ouais, je pense qu'un comédien aujourd'hui, vu que le terrain oblige à s'occuper de soi, je pense qu'un comédien aujourd'hui, un acteur, s'occupe avant tout de lui. Voilà, je trouve ça dommage. Et moi, je me suis mise à m'occuper
un petit peu plus de moi, je peux vous dire que je trouve ça ennuyeux au possible. Mais si je veux continuer à parler sur un plateau, il fallait faire ça. Avant, pour moi, mon métier était un outil, pas un but, pas le but de rester là, de montrer que je suis une bonne actrice. C'était un outil pour autre chose. Et aujourd'hui, je cherche toujours l'endroit où c'est toujours un outil, sinon je m'ennuierais comme je sais pas quoi. Mais c'est moins donné, parce que je suis obligée de m'occuper un peu de moi, sinon je ne pourrais plus utiliser cet outil. C'est une forme de marketing de soi que vous dénoncez quelque part? Oui, c'est ennuyeux. Ça enlève tellement de notre vie. Et c'est comme si c'était normal aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas un comportement productif, dont le corps n'est pas affilié à la production, c'est quelqu'un dont on doutera de la moralité. C'est une terreur. Alors on sent que tout ça vous met en colère et c'est précisément le terme sur lequel je souhaitais vous inviter à réagir maintenant, le mot colère. Oui, le mot colère. Donc l'intérêt de la colère, c'est quand elle est froide, quand elle est presque drôle. C'est comme l'intérêt des larmes aujourd'hui. Ce n'est pas des larmes sentimentales. Oh, je m'en fiche complètement. L'intérêt des larmes, c'est des larmes de pierre, des larmes de colère. Sur quoi est-ce qu'elle débouche, votre colère? Je la travaille tous les jours. Je travaille avec. Je travaille avec ma générosité aussi. Je travaille avec ma souffrance. Je travaille avec ma lucidité. Je travaille avec ma joie. Et plus ma lucidité se creuse, et plus ma joie est grande, parce qu'elle est la raison du fait qu'un jour j'ai commencé à creuser la lucidité. Si je n'étais pas née avec la joie que j'ai, je n'aurais pas eu l'envie de me poser la question, mais pourquoi ce monde s'en va dans une telle tristesse? C'est cette joie qui vous permet de tenir le coup, d'avoir envie de continuer à vous battre? C'est cette joie qui me permet d'être joyeusement en colère, oui. Joyeusement en colère, c'est intéressant comme expression. Oui, oui. Ce sont deux termes. Le sommeil m'accompagne énormément. Le sommeil fait partie de mon métier. Le sommeil me concerne. Quand je dors, je travaille. C'est intéressant la façon dont vous rapprochez ces deux termes, joyeusement en colère, parce que ce sont deux termes qu'on a rarement l'habitude d'entendre associés ensemble. Ouais. Et vous savez quoi, quand je regarde le mot colère qui est en face de moi, je le trouve très joli. Je le trouve super beau, quoi. C'est vrai, hein, je trouve qu'il a de la classe. Alors, il y en a un autre auquel je vais vous inviter à réagir. Alors, est-ce qu'il a de la classe, celui-là? C'est vous qui allez me le dire. Vedettariat. Oh, qu'il est moche. Il en met de partout, quoi. Il se dresse. Et le thé, là, les deux thés qui se serrent les coudes comme des voleurs qui, après, vont se chiffonner le butin. T'as le V qui... ouais, voilà. Puis le T qui vient clôturer son truc parce qu'il n'est pas content que les deux T soient partis avant lui, là. Donc il aimerait bien les rejoindre. Il essaye de coller, comment on dit, sucer les pompes un peu du A, en espérant lui passer devant. Et puis après, il passera devant le I, puis devant le R, puis devant le A. Et il se retrouvera avec ses copains T juste pour les pousser afin d'arriver au V, où il va se caler entre les deux pans du V. Et là, il sera comme moi je suis dans mon fauteuil, comme s'il était arrivé quelque part, alors qu'il sera arrivé nulle part. Voilà. On sent qu'il vous plaît pas celui-là. Alors vous avez prononcé le terme butin. Ça m'incite à vous parler de la question de l'argent, du rapport des comédiens à l'argent. Quand on parle des comédiens, alors bien entendu, tous ne sont pas exposés au même succès, mais c'est souvent un mot qui revient souvent. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? L'argent? L'argent? Oui, l'argent. Le butin. Oui, le butin. Je comprends absolument pas
que ça règne sur les esprits. Je ne comprends juste pas. La vie, c'est un truc tellement incroyable. Je vois tous ces gens qui bossent pour faire des contrats, les notaires, la succession, les avocats. Je ne comprends pas. Moi, quand j'ai de l'argent pour vivre, être indépendante, aider les gens qui ont besoin de d'aide, et être respecté, être digne, je ne vois pas. Avoir les habits où ça va, je me sens bien, mais une fois que tu as fait une collection d'habits, ça m'intéresse plus, quoi. Hein, d'en rajouter. Je vois pas à quoi ça sert. Moi, plus il y a de trucs à boire et moins j'ai envie de boire, plus il y a de trucs à manger, moins j'ai envie de manger. Et plus il y a de films à voir, je peux pas dire. Je pourrais me taper 4 coffrets des Césars en entier. D'ailleurs, on va le faire avec Laurent Bounic. On a dit qu'on allait le faire pour les Césars de cette année. On va se les regarder ensemble. Laurent Bounic, c'est celui dont j'édite le livre qui va sortir le 26 novembre et qui a regardé tous les Césars de l'année 2017. Et il a écrit un livre où on voit un homme. Ça n'est pas un livre de journalisme. C'est un homme qui s'est enfermé, qui a consacré son temps sur 200 DVD à peu près, et on le voit se transformer comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il affronte au travers des films ce que c'est que faire un film pour lui, ce que devrait être, ce que est la production, ce qu'est l'argent, ce qu'est le soutien au film, et on voit un mec qui se transforme comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il s'inocule du DVD comme d'autres s'inoculent je ne sais quoi, et on voit un homme, on se demande s'il va ressortir vivant, avec une joie. Il ressort avec une joie aussi grande que sa lucidité s'est à nouveau fait face à elle-même. Donc, je dirais, je ne sais pas, je vais me taper le coffret des Césars 2018 avec Laurent, et on verra bien si je ressors en disant plus je regarde des films et plus j'ai envie d'en voir. Ça m'étonnerait. Je pense que là, j'ai regardé les 10 films de cette année qui valaient la peine. Et je les ai eus, les 10 films, grâce à Laurent. Je peux vous les dire. D'ailleurs. On va pas forcément faire la liste, je vous en prie, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse, c'est de continuer à vous faire réfléchir à ce terme de vedettariat, et on va parler d'un sujet dont on n'a pas encore parlé maintenant, puisqu'on parle de vedette. On va parler de votre sœur, Catherine Fro. Vous êtes la sœur donc de Catherine Fro. Est-ce que quand on fait ces rapprochements avec votre sœur, c'est quelque chose voilà, qui vous fait plaisir, le fait qu'on dise toujours à Dominique c'est la sœur de Catherine, Catherine c'est la sœur de Dominique, c'est quelque chose au contraire qui vous agace? Comment ça se passe? Tiens. Écoutez, je crois qu'il y a quand j'ai dit tout à l'heure, une erreur s'est glissée dans tout. Je pense que vraiment une erreur s'est glissée dans le fait de considérer l'identité dans sa continuité, le monde dans sa continuité. La continuité est quelque chose qui fait naître la destruction. Moi, je sais, le gruyère n'existe que parce qu'il y a des trous. Si les trous du gruyère n'existaient pas, le gruyère n'existerait pas. Et on le sait que l'antimatière est aussi existante que la matière, et qu'il a fallu une différence infime pour que la matière, dit-on, croit-on, l'emporte sur l'antimatière. Mais les trous noirs existent, et on sait très bien aujourd'hui avec le bouquin qui s'appelle Une petite histoire brève de l'univers de ce monsieur qui s'appelle Stephen Hawking, on sait très bien que le trou dans les choses, l'inexistence de la matière, la façon dont la matière surgit du néant et y retourne, il l'explique très très bien dans son bouquin qui est passionnant.
hein, et que j'ai creusé, parce que j'aime bien m'atteler aux choses, elles racontent. Ce qu'on sait sur la matière aujourd'hui raconte sur l'acteur, raconte sur l'identité, raconte sur l'erreur de notre positionnement à chacun vis-à-vis du monde. On est dans le progrès, on met les enfants pour progresser, la science évolue et on n'en tient pas compte dans notre éthique. C'est grave. Alors vous me dites ma sœur est ma sœur. Je sais très bien que moi, quand je me lève le matin, j'ai affaire à cette chose en moi, quand je suis au bon endroit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, flottant, où je sens combien cette réalité qu'on appelle réelle n'est pas seulement réelle. Ma sœur, quand je la vois vraiment, elle est bien autre chose que ma sœur. C'est-à-dire, elle est cette personne qui, comme moi, doit percevoir le côté irréel de sa réalité. C'est à ce côté-là que j'ai affaire quand j'ai vraiment affaire à cette personne que vous appelez ma sœur. Donc cet endroit où cette personne que vous appelez ma sœur est une vraie personne avec qui je peux avoir un contact, c'est un endroit qui échappe absolument à cette dénomination de sœur. Mais les femmes du monde sont toutes mes sœurs à l'endroit où je les rencontre vraiment. Voilà ce que j'ai à répondre. Quant à ma sœur et ces gens qui appellent ma sœur, je pense qu'ils ont intérêt à ce que ma sœur soit ma sœur, parce que je suis la sœur d'une sœur qui représente probablement de l'argent, donc des possibilités de s'approcher de ce qui est le pouvoir aujourd'hui, puisque le pouvoir ne va pas sans l'argent. Donc quand on m'appelle Dominique Fro, vous êtes la sœur de Catherine, je pense que c'est toujours un moyen de me faire parler de ma sœur, donc après de contacter ma sœur, parce que j'ai parlé d'elle, parce que, et comme j'ai parlé de quelqu'un qui a de l'argent, c'est la possibilité de la faire parler elle aussi, donc s'approcher de l'argent, s'approcher du pouvoir, s'approcher des places, s'approcher de ce qui est en place. En tout cas, je vous rassure, l'idée d'évoquer votre sœur n'était pas du tout dans la logique de l'inviter. Je ne le dis pas comme ça. Non, je sais bien. C'est vous que nous avons comme invité aujourd'hui et on en est vraiment ravis. Et on va se retrouver dans quelques secondes. À tout de suite, Dominique Fro. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir réagi de manière si sincère, si transparente. Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience, de vous retrouver comme ça, seule, sur un plateau? J'aime bien. On aime bien. C'est pas dans tous les états qu'on aime bien. J'ai un bon état. Un bon état d'esprit. On vous sent effectivement très à l'aise. Vos questions. Ouais. Alors, on en vient à la dernière séquence de cette émission, qui est une forme de questionnaire de Proust un peu revisité. Et on va parler des mots de nouveau. J'aime beaucoup Proust. Ah bah ça tombe bien, vous aimez la littérature et vous aimez les mots. Les mots, c'est votre quotidien, pas seulement en tant que comédienne, on l'a dit aussi en tant qu'amoureuse de la littérature, qu'auteur. Et alors, puisqu'on parle des mots, quel est le mot que vous préférez? On a bien compris que c'est pas vedettariat. À part ça, quel est le mot que vous préférez? Il y a des mots comme ça que j'aime beaucoup, ouais. Alors là, vous voyez, c'est le genre de question, je saurais répondre quand il y a un mot que je trouve joli et qui là, je saurais répondre sans y penser, sans vouloir y répondre. Mais il y en a un là qui me vient, donc et je le trouve pas mal. C'est ubiquité. Ubiquité, c'est joli. Oui. C'est la sonorité du mot ou c'est sa définition qui vous séduit? Disons que comme ça, je le voyais venir dans ma tête en me disant tiens, c'est pas mal parce qu'il porte quelque chose d'essentiel pour moi. Parce que pour moi, on n'est pas du tout que là, on est partout. En tout cas, quand je suis bien, moi, c'est quand j'ai l'état d'être partout. Si je vous parle avec plaisir et que je réponds, et que j'aime bien votre question, et que je réponds avec plaisir, c'est parce que il y a quelque chose qui est dilaté en moi là tout de suite,
et donc qui est partout, qui est bien au-delà. Mais ça vous va très bien parce que vous êtes partout, vous êtes sur scène, mais vous êtes en même temps à la BNF, vous avez été au château de Chambord, on n'en a pas parlé. Mais, oui. C'est le château de Chambord qui m'a conduit au fait qu'un maire m'appelle, parce que le château de Chambord m'a Vous étiez en résidence, pour expliquer. Il m'avait demandé de faire une résidence avec 40 interventions pour faire connaître des auteurs d'aujourd'hui dans les écoles, les prisons, les facs, les conservatoires, les collèges et médiathèques et bibliothèques, etc. Et à la suite de ces 40 interventions, il y a un maire de village, de chef-lieu de canton qui m'a appelé me disant ça faisait un certain temps que on nous refusait l'ouverture d'une médiathèque et voilà qu'on nous l'accorde, vos interventions y sont pour quelque chose, est-ce que vous voudriez bien parrainer la médiathèque? Alors j'ai dit Marénon, et puis il m'a dit mais vous savez ça veut dire que j'aimerais bien que la médiathèque porte vos noms et prénoms. Et c'est le projet dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors je vous interrogeais sur votre mot favori, maintenant je vais vous interroger sur votre drogue favorite. J'ai des copains qui m'ont... Je marche. C'est très, très important pour moi de marcher. Je pense que c'est devenu une drogue. Je cours quand mon corps va bien. Et même à un point où il y a des gens qui, au début, n'osaient pas m'appeler par mes prénoms et noms, qui me disaient bonjour madame, dans un parc où je cours assez souvent. Et qui, petit à petit, m'ont dit bonjour Dominique, puis bonjour Dom, et puis tu viens avec nous faire le marathon. Et en tout cas, ce sont des drogues très saines, ça, pour le coup, voilà. La marche ou la course. Et sinon, vous avez raison, lire les autres dans le silence, être seul avec la voix d'un auteur dans le silence, c'est quelque part un endroit où j'ai retrouvé, où je trouve et je trouverai à perpétuité ce qu'était mon métier au départ, un outil pour entendre des choses. Quand je finis très vite. Quand je montais sur un plateau, quand j'avais 20 ans, 25 ans et jusqu'à 30 ans, c'était pour que les mots de l'auteur... J'entendais les mots des auteurs comme si j'étais seul dans une pièce. Et j'osais faire l'expérience de ce qu'ils ouvraient en moi, mais en partage avec les autres. Tandis qu'aujourd'hui, où j'ai compris que tout ça était du marché et que les gens tiennent pas tant à ce que les auteurs ouvrent des portes qu'on a fermées en soi et qu'on a oubliées au point d'avoir oublié qu'on les avait oubliées, mais tiennent avant toute chose à leur ambition et à leur but. Aujourd'hui que les choses sont telles qu'elles sont, je retrouve l'essentialité de mon métier, l'origine, l'élan de mon métier face à un PDF ou un livre seul avec la voix de l'auteur. Voilà, je la partage, cette amplitude-là d'écoute d'un auteur, je peux parvenir à la partager encore dans certaines collaborations, productions rares, elles sont rares. Puisque vous parliez de métiers, alors des métiers, vous en avez plusieurs, comédienne, de théâtre, de cinéma, metteur en scène, auteur. Quel est le métier, en revanche, que vous n'auriez, mais alors pas du tout aimé faire ? Financier. Mais quoique, puisque aujourd'hui, regardez, quelque part, je me suis coupé, sans dire en 1000, au moins en 2, pour me débrouiller à, disons, ne pas perdre le crédit que jamais je m'occupais de mon crédit dans ce métier. Tu as du crédit, on t'a connu au cinéma, on t'a vu à la télé, fais gaffe que de ne pas mettre ça à la poubelle. Il y a une époque de ma vie où j'avais beaucoup tourné, à la télé, au cinéma, des gens pas connus sont venus à moi, mais c'est tout juste si je leur disais pas merci, je me disais pas ils se frottent les mains parce que je vais aider à monter leur production, parce que j'ai fait des films qui ont fait que je suis connu un peu aujourd'hui. J'avais fait 3 films importants, au moins 3, 4. J'avais tourné avec Bruel Pani, j'avais tourné avec Robert Enrico, un truc important, avec un acteur d'ailleurs qu'on ne voit plus aujourd'hui. Je m'en inquiète depuis des années. C'était une personne formidable, Jacques Penaud.
au nom de tous les miens. J'avais tourné avec Gérard Houry, Le Serpent à Plumes. J'avais tourné Mortelle Randonnée avec Adjani, Le Serpent à Plumes, c'était avec Coluche, à qui je pense très souvent. Donc j'étais donc un peu connu. Des gens pas connus venaient à moi pour aller au théâtre et j'acceptais sans me dire mais tu as du crédit au cinéma, ne suis pas des gens qui sont pas connus. Voilà, donc aujourd'hui je fais malheureusement attention. J'ai un petit peu de crédit et je me dis fais attention à pas le donner à des gens pas connus qui te diront pas merci parce que ces gens pas connus d'aujourd'hui, voilà, ils gagnent bien leur croûte aujourd'hui, bien. Okay. C'est quoi votre devise ? Comment arriver à être humain dans un monde inhumain? Voilà, question. C'est ma question partout. Et vous avez des éléments de réponse par rapport à ça ? J'ai des réponses tous les jours et des casse-gueules tous les jours. Tous les jours. Mais si je capitulais cette question, je serais morte. Est-ce qu'il y a une initiative ? Jusqu'au bout, j'essayerais. Est-ce qu'il y a une initiative, justement, pour rendre plus humain le monde inhumain dans lequel on vit, une initiative qui vous a particulièrement touché ou à laquelle vous auriez participé ? Alors, déjà, je réponds que toutes mes journées sont une initiative dans ce sens, même si elles se cassent la gueule, même si elles ont affaire à des affronts, des ordres qui vont dans l'autre sens, qui m'obligent à aller dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens, l'autre peut se servir davantage de moi si je suis du côté inhumain que si je suis du côté humain. Si je suis du côté humain, on ne peut pas se servir de moi. Donc, l'initiative, dans ce sens, oui, il y a, évidemment, il y a. Quel est votre objet ? Allez-y. Je peux vous dire une chose dont je n'ai pas parlé dans la première partie. Une rencontre récente, depuis 3 ans, avec cette société qui s'appelle l'Adami, m'a fait participer de plus en plus à des commissions qui ont, entre autres commissions auxquelles je participe à des commissions qui étudient les projets des jeunes gens, entre autres. Alors, voir l'élan qu'il y a chez les jeunes générations, comment elles expriment leur élan, sur quel sujet elles ont envie d'aborder, et pourquoi, et arriver à percevoir entre l'écriture du projet et ce qui arrive sur le plateau, la distance entre ce que j'ai lu et ce qui arrive sur le plateau, eh ben, j'ai l'impression d'être très concrètement en face de partager avec les autres la question comment être humain dans un monde inhumain. Parce que chez les jeunes gens, bien sûr que chez les jeunes gens, on a toujours voulu penser que la génération d'après la nôtre portait une possibilité que la nôtre n'avait pas. Mais aussi, les générations d'avant veulent retenir les générations d'après, d'avoir des élans qu'ils n'ont pas eus et de rester dans ce qui était, les obliger à rester dans ce qui était leur valeur. Je pense, et je l'entends de jeunes gens d'aujourd'hui, que l'argent, demain, n'aura pas la même valeur, que la quête que peuvent avoir les parents pour leurs enfants, qu'ils s'en sortent à un niveau social dont la valeur sera l'argent et dont la mesure sera l'argent, ça va changer. Donc, quand je lis, quand je partage avec eux, ils ne sont pas là, ils ne me voient pas lire leurs projets, mais je suis avec eux quand je lis leurs projets. Il y a certains de ces projets, alors je sais que je suis une fille qui a besoin de l'espoir, donc je sais que l'espoir que me donne ce que je lis est tronqué, puisque j'ai envie d'avoir de l'espoir. Et que dans ces gens-là, il y a certainement des gens comme aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent parler de liberté, de générosité, le font
pour eux-mêmes. Ils prônent la générosité et derrière ils vont triturer tout l'argent que ça leur permet de toucher, de parler au nom de la générosité. Ça dure depuis des siècles cette histoire-là, que l'homme veut faire du bien. J'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui veuille faire du mal. J'attends la personne qui veut faire du mal. C'est toujours au nom du bien que les gens font monter leur argent, jamais au nom du mal. Or, ce qu'ils font monter, leur statut et leur place, et leur financement et leur machin, ça ne fait que du mal. Donc j'attends le mec qui dit qu'il veut faire du mal. J'attends Isidore Ducasse, hein, d'accord, les chants de Maldoror, j'attends l'enfer de Dante, j'attends peut-être Laurent Bounic. Il n'a pas essayé de dire qu'il était un homme bon dans son bouquin. Il a même aimé tout le monde en tapant sur pas mal de gens là-dedans. Alors oui, il y a quelque chose qui vous fait du bien et pas du mal, en l'occurrence, c'est la musique. On a parlé de votre amour pour la littérature, vous aimez beaucoup la musique, on parlait de Debussy tout à l'heure. Est-ce qu'à part Debussy, il y a un autre compositeur, un autre chanteur, quelqu'un qui vous inspire? Quel est votre chanteur préféré, votre musique préférée? Alors la musique, c'est pour moi... Petite, j'en faisais beaucoup. Je jouais beaucoup de piano, puis j'ai même à un moment donné des concerts, même avec un orchestre. J'ai joué le concerto en la mineur de Grieg, devant 500 personnes, je suis presque sûr. Et puis j'ai fait aussi 3 autres concerts après, et même que les jeunesses musicales de France m'offraient. C'est pour ça que je vous posais la question. Aujourd'hui, quelle est la musique qui vous fait le plus vibrer? On terminera sur cette réponse. Il y en a une qui est... Là, en ce moment, il y en a une qui ne m'ennuie jamais. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'écoute. Alors que j'ai écouté... Je vais parler de musique classique. Hein, j'ai écouté longtemps le concerto pour violon de Beethoven, là, ces derniers temps. Et au bout d'un moment, il m'ennuie. J'ai écouté longtemps un truc de Ravel. Au bout d'un moment, il m'ennuie. Et j'ai constaté que j'ai écouté longtemps une symphonie de Mozart. Au bout d'un moment, elle a fini par m'ennuyer. J'ai constaté que une symphonie de Saint-Saëns, depuis les mois où je l'écoute, elle a passé tous les caps. Celle-là vous ennuie pas. En tout cas, ce qui ne nous ennuyait pas non plus, c'était voilà, votre passion, votre verbe, votre enthousiasme. Merci beaucoup, Dominique Fraud, d'être venu sur ce plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre équipe et merci à vous.